Amis auditeurs de Radio M, allez, Reda Amrani a commencé. Bonjour, bienvenue. Nous avons décalé d'une semaine le Café des experts économiques à cette semaine-là parce que notre collègue et ami expert Reda Amrani a perdu son frère. Allah yarhamou, toutes nos condoléances à Reda Amrani qui nous a fait l'amitié de revenir rapidement au Café des experts éco dès cette semaine. Ali Harbi, bonjour. Marhaba bik. Nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous un ancien du Café des experts économiques de retour. Il a commencé par faire ça en retour sur le café de presse politique. Un peu de politique. Modérément, oui. Mais c'était le bilan de l'économie algérienne sur les 60 ans d'indépendance qu'on avait déroulé avec Khaled Drarni. Vous avez bien sûr reconnu Hassan Haddouche, bienvenue. Alors nous allons aborder l'actualité de la semaine tranquillement avec notamment, et donc c'est au moment où je clique dessus que je me rends compte que j'ai coupé Internet, la réunion du Conseil des ministres de cette semaine qui a abordé le projet de loi de finances pour 2022. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça vaut la peine de faire un projet de loi de finances pour cette année, un projet de loi de finances complémentaire? Vous allez me dire oui, parce qu'il y a quand même une variable qui a beaucoup changé, c'est celle des revenus. Et donc, peut-être qu'il y a un emploi à faire pour des revenus qui n'étaient pas prévus. Donc, c'est normal. C'est normal, oui. C'est la cause principale, à mon avis, qui justifie cela. Hein. Alors, oui, il y a aussi des dépenses apparemment supplémentaires qui ont été... Non, et surtout de bonnes recettes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le président de la République a retoqué, c'est une tradition, il retoque quasiment tous les projets de loi qui arrivent. À mon avis, c'est peut-être une façon de montrer la prédominance de la présidence sur tout ce qui est produit, les dossiers. Bon, c'est arrivé sur plein de projets de loi. Il y en a même qui ont été retoqués plus d'une fois. Et dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour 2022, Abdelmajid Tebboune nous dit que ça ne doit pas renfermer de nouveaux impôts, ni toucher sous aucune forme la structure des prix appliquée actuellement, l'objectif étant de préserver le pouvoir d'achat et les acquis sociaux décidés par l'État en faveur des citoyens. Voilà. C'est les orientations du président de la République. Ça laisse supposer qu'il y avait quelque chose qui allait à l'encontre de ces principes-là, toucher à la structure des prix tels qu'ils existent, ajouter de nouvelles taxes et remettre en cause éventuellement les acquis sociaux du président de la République. Qu'est-ce que ça vous inspire comme premier commentaire, cette intervention présidentielle? Reda. Bon, la bonne information, c'est que tout le monde le sait, c'est que les recettes d'hydrocarbures, on a beau dire le pétrole, Dieu merci, nous en avons, et nous le vendons, et il se vend à $120. La loi des finances qui a été rédigée, votée, était basée sur des prix de $45 le baril. Le gaz, lui aussi, s'est envolé beaucoup plus que le pétrole. Nous sommes un pays gazier. Donc, nous pensons que les recettes de l'Algérie, au lieu d'être autour de 42-43 milliards de dollars, vont monter à 60 ou 65. S'il y a les 7 milliards d'exportations hors hydrocarbures, ça peut aller jusqu'à 67 milliards de dollars cette année comme recette. Mais aussi, le plus important, c'est que la fiscalité pétrolière va renflouer le budget. Le budget qui était déficitaire, donc, va être excédentaire. Et vu que l'inflation, parce que les prix à l'international ont grimpé, le fret multiplié par 3, les prix encore, toutes les matières premières sont envolées, donc l'économie qui transforme des produits importés souffre encore de leur augmentation. Résultat, l'inflation à 2 chiffres, on y est. L'ONS annonce 10,45%, je crois, d'inflation vers le 15 mai 2022. Et là, le pouvoir d'achat des citoyens, on a pris un coup, un drôle de coup, et la précarité s'est réellement installée. On annonce aussi un nombre de 4 millions de chômeurs, ce qui est énorme par rapport à la masse, aux travailleurs effectifs. Donc, il est nécessaire de revoir la loi des finances, pour autant insérer ces nouvelles recettes fiscales, mais aussi penser au pouvoir d'achat des citoyens. Et moi, je dirais que non seulement il ne doit pas augmenter les impôts ou de nouvelles taxes, mais ce qu'on a toujours dit ici, pour lutter contre la précarité, éviter
des mouvements sociaux trop brutaux et il n'y a pas de raison pour qu'ils ne le deviennent pas parce que vu la hausse des prix, il est nécessaire donc d'agir sur l'impôt sur le revenu. Nayali, on a toujours dit ça. Et on peut donc, dès maintenant, le gouvernement, je pense qu'il a les moyens budgétaires pour faire en sorte qu'à 60 000 dinars, pas d'IRG. Et ça, c'est une décision politique nécessaire. Moi, je considère qu'elle est nécessaire vu la précarité, vu la baisse du pouvoir d'achat, vu les 10% d'inflation et vu les 4 millions de chômeurs. Donc il faut y aller vers cette décision et reporter aussi, d'autant plus qu'ils n'en ont pas les moyens techniques. Hein. On n'a pas les moyens techniques pour identifier les citoyens qui touchent bien et tout cela. Non, ce que je dis. Donc, voilà, et je m'arrête là. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que le baril à 120 $, ça va durer éternellement? Parce que là, vous êtes en train de nous dire qu'il faut calibrer les dépenses de l'État, etc., sur un baril à 120 $. Est-ce que vous êtes sûr que l'année prochaine, le baril il sera toujours à 120 $? Oui, le baril va être à 120 $ et le gaz va être élevé. Pour la simple raison, on l'a toujours dit, non, ce n'est pas éternellement, on parle de conjoncture. La conjoncture, c'est les 18 prochains mois. Depuis 1974, voilà mon explication, ma réponse à ta question. L'investissement dans les hydrocarbures s'est arrêté presque net. Baisse des prix et aussi le pari sur les énergies renouvelables. Or, le pari sur les énergies renouvelables, c'est Tintin aujourd'hui. 2050, c'est reporté. L'éolien, on se rend compte que l'éolien, même marin, ne rapporte pas ce qu'il devait rapporter comme énergie renouvelable. S'il te plaît, je te réponds. On va baisser l'IRG, je réponds. Non, je te ça réponds à la question sur le pétrole. Il n'y a pas eu d'investissement. Donc la demande va être supérieure à l'offre du fait de ce report de 20 ans de retard dans l'introduction et le développement des énergies renouvelables. Donc il n'y a pas d'investissement, la demande va être supérieure à l'offre. Et les Russes... Jamais personne n'a été capable de prédire l'évolution des cours du pétrole au-delà d'un an, 2 ans. Il y a toujours des événements imprévisibles. Oui, mais aujourd'hui, les événements prévisibles, c'est le manque d'investissement. C'est sûr, au cours des 8 dernières années, il n'y a pas eu d'investissement. Je m'arrête. On va éviter de faire ces plans parce que c'est vrai que c'est difficile de faire ces plans. Et là, il n'y a pas de consensus sur ce que tu dis. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de consensus sur la durabilité de ces niveaux de prix. Il faut se rappeler quand même qu'avant la crise, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le pétrole était à 80 $. Il n'était pas à 100. Donc il y a quand même une large marge qui est liée à ces événements-là qui sont de caractère exceptionnel. Il y a quand même une première partie dans ce qu'a dit Reda, qui est éponger le déficit. C'est peut-être celle sur laquelle tu souhaiterais insister. Oui, parce que moi, je ne suis pas du tout aussi optimiste. Mais c'est bien, on va avoir un débat, c'est intéressant. Mais je ne partage pas du tout votre optimisme. C'est-à-dire que moi, je considère que, les décisions qui ont été annoncées par le président de la République, elles s'inscrivent dans un certain contexte. Elles s'inscrivent bon, effectivement, il y a une augmentation des recettes, etc. Bon, très bien. Mais en même temps, on part d'une situation où je viens de lire, j'ai lu il y a quelques jours une note de Mohamed Laksassi sur la stabilisation de l'inflation, on va y revenir, de l'heure j'espère, et il dit qu'en 2021, on a eu un solde négatif du Trésor de 12% du PIB. Donc 2021, c'était hier, c'est la dernière, c'est le dernier exercice. On était à un déficit du Trésor public, pas du budget, mais du Trésor public, du Trésor public de 12% du PIB. 12% du PIB, ça fait presque 20 milliards de dollars. C'est énorme, c'est énorme. C'est au niveau des records du monde. C'est tout à fait considérable. Et ça s'ajoute à une série de déficits qu'on a accumulés depuis 2015. Depuis 2015, disons. Maintenant, on est avec... alors ces déficits, ils se sont accumulés, ils s'accumulent et ils ont produit une dette interne qui doit être autour de 70%, qui va être en 2022. 65 milliards, je crois, de dollars. Oui, beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Non, beaucoup plus que ça. Elle va atteindre en 2022, elle va faire 70% du PIB. C'est pas 65. Alors, quand on part de cette situation-là, d'une situation extrêmement déficitaire, etc., nous, on part d'une situation extrêmement déficitaire. Alors, on va avoir des recettes supplémentaires cette année. Et, on est déjà en train de dépenser, disons, ces recettes supplémentaires. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on les dépense dans des usages qui me paraissent, moi, c'est pas qui me paraissent, c'est des usages improductifs.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Qu'est-ce qu'on nous a annoncé pour la loi de finances complémentaire? On nous a dit on va provisionner 300 milliards de dinars pour les allocations chômage. Parce que les allocations chômage, ça marche. Là, le coup est parti, ça fait 3 mois. Ça fait bon. Et et ça marche très bien, cette histoire d'allocation chômage. On nous a donné les chiffres il n'y a pas longtemps. Il y a déjà, c'est le ministre du Travail, devant les députés, il y a une semaine, qui nous a expliqué qu'il y avait presque 2 millions de personnes qui se sont inscrites et 1 400 000 dossiers déjà acceptés. Alors, bon, j'imagine s'il y a 2 millions d'inscrits déjà, ça veut dire que la cible, on va arriver rapidement à 3 millions. 3 millions, c'est les chômeurs dont vous parlez. C'est-à-dire que les chômeurs officiels, le nombre de chômeurs officiels va augmenter considérablement parce que les gens sont obligés d'aller à l'ANEM pour toucher les 13 000. Ils deviennent visibles. Voilà, ils vont devenir visibles. Donc on va avoir un vrai taux de chômage là, parce qu'ils vont tous passer par l'ANEM. C'est à quoi cet argent additionnel va-t-il être utilisé? Alors, voilà, et cet argent additionnel, donc, il va être utilisé à quoi? Il est utilisé déjà. On a 3 millions de fonctionnaires. Vous vous souvenez que dans les promesses de campagne du président Tebboune, il y avait une des plus importantes, c'était la titularisation de 400 000 ou 450 000 vacataires. Qui devait se faire cette année. Ça a été annoncé. Ça a été annoncé pour cette année. Ça a été annoncé il y a 15 jours. Il y a 15 jours, il y a un directeur au ministère du Travail qui a dit qu'il y en avait déjà 250 000. C'est ça, ils sont en train de... Donc on est surtout dans l'enseignement. Voilà, oui, on est en train donc de transformer des vacataires, des contractuels, des emplois d'attente, etc. On est en train de les transformer en titulaires. On va arriver. Après, on ne va pas débattre si c'est productif ou pas productif. Non, d'accord. Non, parce qu'on peut rentrer dans le débat, dans l'éducation nationale, si on consolide quelqu'un, ça peut être productif sous cet angle. Bon, sinon, on n'en sort pas. Mais voilà, on arrive déjà à 3 millions de personnes qui sont payées par le budget de l'État dans la fonction publique. On était 2 millions à une certaine époque, on va arriver à 3 millions. Bon. Deuxièmement, on a 3,2 millions de retraités, dont la moitié sont payés, dont la moitié de la retraite est assurée par le Trésor public. On est, donc il n'y a que la moitié des pensions de retraite qui sont payées par les cotisations. Et ça augmente tout le temps. C'est-à-dire que la part du Trésor public, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des 3,2, en gros sur les 3,2 millions de retraités, il y en a 1,6 million qui sont payés directement par le Trésor public. Donc ça vous fait 3 millions de fonctionnaires, plus 1,6 million, ou là 3,2 comme vous voulez, de retraités, plus maintenant 2 millions, attendez. Attendez. Et plus, bon, maintenant on a 2 millions de chômeurs, allocataires, disons, peut-être 3 millions demain. Parce que si ça continue, bon, voilà, qui vont toucher leurs 13 000 dinars par mois, etc. Bon, ça fait quand même, si on additionne tout ça, ça fait quand même, c'est des décisions, pour certaines d'entre elles, ce sont des décisions relativement récentes ou des évolutions relativement récentes quand on parle de la retraite. C'est des évolutions. Tout ça, ça fait maintenant 8 millions de personnes dont les revenus dépendent directement du budget de l'État. Et pas n'importe quel budget de l'État, le budget de fonctionnement de l'État. C'est pas le budget d'équipement. On se retrouve, c'est plus maintenant 3 millions de fonctionnaires qui sont à la charge de l'État. C'est 8 millions de personnes, en quelques mois, quelques années, qui se retrouvent à la charge de l'État, dont les revenus sont payés directement par l'État. Donc en fait, les jeux sont déjà faits à l'avance. Évidemment, mais c'est ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est-à-dire que cet argent dont vous parlez là... Donc il n'y a pas de politique de relance de commande publique mais justement, qui peut faire fonctionner les entreprises. Justement non. C'est exactement ce que dit monsieur. C'est exactement ce que dit monsieur Laksassi dans sa note là sur la stabilisation de l'inflation. Il nous explique que, écoutez, les déficits du budget d'État des dernières années, à partir de 2010, entre 2015 et 2017, on a consommé l'épargne budgétaire. À partir du 4e trimestre 2017, on a lancé financement non conventionnel, planche à billets, 6 500 milliards de dinars. Depuis juillet 2021, M. Tebboune a dit on arrête la planche à billets. Depuis juillet 2021, vous savez ce qu'il y a? Voilà. Ça s'appelle, officiellement, ça s'appelle Programme de refinancement spécial. Programme de refinancement spécial, 2100 milliards de dinars supplémentaires, en plus des 6 500, c'est encore de la planche à billets. C'est de la planche à billets déguisée, ça passe par les banques publiques. Ça passe par la... je te prête... Voilà, alors on finance le déficit, on a toujours un déficit, en dépit de l'importance des recettes de l'État, et ce déficit est causé par l'augmentation des dépenses
non pas des dépenses d'équipement de l'État, non pas le financement des infrastructures économiques, mais par l'augmentation des dépenses de fonctionnement de l'État. Oui. C'est pour ça que la situation est inquiétante. Ali, toi qui d'habitude est un peu plus optimiste, Hassan nous a plombé l'atmosphère, il nous a plombé l'ambiance. Est-ce qu'il y aurait une place pour quelque chose qui ferait face à ce qui est déjà engagé? Le déficit de la caisse des retraites, c'est structurel. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'emplois formels, la pyramide des âges, etc. Ce n'est pas la faute de ce management, de cette gouvernance. Mais il va falloir bien faire face. Il va falloir faire une réforme, bien sûr. Mais il va falloir faire face en attendant que la réforme soit envisagée, parce qu'elle n'est pas encore mise en place. Il faudra payer le financement. Là, tenir la promesse de la titularisation... Bon, c'est un enjeu politique, on va arriver à la fin du premier mandat et la question se posera, quid de cette promesse. Le coup est parti pour l'allocation chômage. Bon, donc on a l'impression que là, est-ce qu'il y a une possibilité encore de mieux utiliser, de bien utiliser, avec une relative marge de liberté, en faveur de la croissance, en faveur du développement, bref, en faveur des entreprises, l'excédent de 20 milliards de dollars qu'on attend pour cette année. Ici, il y a deux sujets. Il y a deux sujets importants. Le premier est vraiment politique, je dirais. Il faut qu'on revienne quand même à la... Est-ce que le pouvoir actuel, donc, incarné par le président de la République, a fait le choix du statu quo jusqu'à la fin du mandat? Et donc de balancer toute la question des réformes, puisqu'il y a de l'argent, on va acheter la paix sociale et on va rester tranquille pendant 2 ans encore et demi et on verra après. Pour moi, c'est ça la question. C'est est-ce qu'on n'est pas en train de... J'allais dire, de vouloir faire du Bouteflika sans Bouteflika de l'époque 2012, 2013, 2014, c'est une inquiétude que j'ai. Et le message subliminal du dernier Conseil des ministres, il est un peu dans ce sens, malheureusement. Donc je m'inquiète, je ne dis pas que ça va être ça, mais je dis aujourd'hui, on s'inquiète que... On peut dire qu'on était inquiet déjà avant. Hein. Oui, mais là j'arrive au deuxième sujet, toutes les questions de dépenses sociales, des dépenses sociales, c'est-à-dire des dépenses d'achat de paix sociale, ne peuvent pas être découplées de la problématique de la relance de la croissance. On perd notre temps. C'est un faux débat à la limite. Parce que tant qu'on n'a pas de relance forte de la croissance, et là, ce n'est pas que des mécanismes budgétaires, donc à la limite, moi je m'en fous de ce qu'il y a dans la caisse d'État, c'est des mécanismes de libéralisation de l'économie. C'est, encore une fois, on a dit, les 4 grands axes, les IDE, la dette interne et externe, l'encouragement donc, de l'investissement. Si on ne remet pas en branle les choses, n'importe quel gouvernement est obligé de faire un peu d'achat de paix sociale avec les moyens de bord. Donc, et on va continuer à être dans le même... je veux dire, de s'enfoncer plus dans ce que décrivait Hassan Haddouche, année après année. C'est-à-dire, après, on n'a pas de ressources issues de la croissance, j'allais dire intrinsèque, donc, et non pas du prix du pétrole. On n'a pas de ressources donc, de croissance qui proviennent de la croissance, mais on est obligé d'acheter la paix sociale. Donc on continue à s'enfoncer. Donc cette année, on va couvrir, je dirais, on va mettre les choses sous le tapis parce qu'il y a de l'argent. L'année prochaine, peut-être. L'année d'après, on n'en sait strictement rien. On en sait strictement. N'oublions pas une chose, que indépendamment des fondamentaux dont parlait Reda tout à l'heure, relatif à la demande objective et à l'offre objective, il faut tenir compte des effets de montagne russe des cours des hydrocarbures dus aux effets purement spéculatifs et de ce qu'on appelle les retours de manivelle du marché. Parfois, on assiste à des retournements de marché qui n'ont aucune base logique. Qu'on ne comprend pas. Pendant 3-4 mois, il y a une crise, on ne sait même pas pourquoi, parce que l'ayatollah de je ne sais pas quoi, il était de mauvaise humeur, ou qu'il y a eu un attentat à Beyrouth, ou je ne sais pas quoi, et puis on se retrouve avec une crise pétrolière. Donc, les retournements de marché sont une probabilité erratique, une probabilité non négligeable, quand c'est un facteur totalement exogène à notre bonne volonté. Et donc, finalement, le retournement de marché qui risque d'y avoir sur les prix des hydrocarbures, malgré les facteurs objectifs, peut arriver à n'importe quel instant. Donc je crois qu'aujourd'hui, la question qui se repose, encore une fois, en Algérie, indépendamment, je dirais, de ce message conservateur, c'est-à-dire, quand je dis conservateur, c'est-à-dire de laisser les choses se tasser, on a de l'argent, on va payer pour ce qu'il faut payer, on ne fait pas d'impôts, pas d'augmentation de prix, on va continuer à subventionner, etc., en attendant de voir comment la fin de mandat va se dessiner sur un plan politique. Moi, je dis, il faut remettre la croissance sur rail. Si on ne met pas la croissance sur rail avec une politique d'investissement multiples, pas que les investissements de l'État, c'est une partie des investissements de l'État. Ce n'est qu'un maillon.
on n'est pas parti, quoi. Pardon, je voudrais terminer là-dessus. Expliquer que en fait, les deux choses, vous avez parfaitement raison de poser le problème dans ces termes-là, mais il faut expliquer que les deux choses sont absolument liées. C'est-à-dire à partir du moment, dans la période actuelle, depuis juillet 2021, on a un programme de financement spécial qui court d'ailleurs jusqu'à juillet prochain, sur un an. Ce programme de financement spécial, il impose aux banques publiques d'acheter des bons du Trésor, d'utiliser leurs ressources pour acheter les bons du Trésor. Ça provoque ce que les économistes, que M. Mohamed Laksassi, qui sait quand même de quoi il parle, appellent un effet d'éviction. Depuis un an, les banques publiques ne peuvent pas financer les entreprises et les PME puisqu'elles financent le déficit du Trésor public. Oui. Donc elles ne peuvent pas tout financer. Comme elles financent le déficit du Trésor public, elles ne peuvent pas financer les PME. Et c'est ce que M. Laksassi dit, il faut qu'on en sorte de ça, il faut qu'on sorte du financement des déficits à partir de 2022, plutôt 2023, et qu'on recommence, que les banques publiques recommencent à financer le développement économique, qu'elles recommencent à financer les entreprises publiques ou les entreprises privées. Moi, je préférais que ce soit les entreprises privées, parce que, mais il faut qu'elles recommencent à financer. Aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'il y a un effet d'éviction. Les banques financent le déficit du Trésor public. Elles ne financent plus les entreprises. C'est pourquoi d'ailleurs que les entreprises ne trouvent pas d'argent dans les banques. Je ne suis pas aussi pessimiste que ça. Moi, je reste lucide. Les autres pays ont utilisé de l'argent pour donner à leurs citoyens du pouvoir d'achat. Les plus grandes nations, les plus développées, les États-Unis, l'Europe, la Chine. Nous, on a trouvé... S'il te plaît, mais j'ai pas... Non, je ne parle pas de l'épargne mondiale seulement. Je parle d'une chose. Mais pourquoi me bloques-tu? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Les États-Unis, avec le dollar, ils captent l'épargne mondiale. Mais non, le problème, nous aussi, on capte une partie de... Nous aussi, on capte une partie de l'épargne mondiale. On n'est pas plus mauvais que d'autres dans ce domaine-là. J'espère que ce n'est pas sérieux. Mais enfin, on est en train de donner du pouvoir d'achat. Mais non, s'il te plaît, on est en train de parler. On a le droit de parler. Je m'exprime, d'accord ? Oui, bien sûr. Non. Là, on donne du pouvoir d'achat. La relance se fait par quoi? Il faut être lucide. Par le pouvoir d'achat et par l'investissement. Donc, on n'avait pas ce pouvoir d'achat, les gens. On donne à 3 millions ou 4 millions de jeunes, on leur donne, même ceux qui sortent de prison, pour essayer de remonter le moral. Et c'est nécessaire. Un État, même s'il n'est pas social, se doit de faire ça. Donc, on redonne du pouvoir d'achat, ça va faire tourner le commerce, comme dirait l'autre. Mais il y a maintenant... Il faut une relance de l'investissement, il faut revenir à la croissance. Et là, ce sont des investissements. Et je ne pense pas que ce soit l'obligation de dire aux banques d'acheter des bons du Trésor. Non. Les banques sont frileuses, les gens ont peur de s'engager. Déjà, on ne parle que de financement interne. Alors qu'on s'est déjà bridé, moi je le dis toujours. Si on ne revient pas au financement extérieur pour l'investissement productif, et pour les entreprises exportatrices, on n'aura pas de croissance. La croissance va être plate, nulle. Donc, on est obligé de multiplier par 4 ou 5 le volume de nos investissements productifs. Et cela ne passe que par l'usage des techniques bancaires. Non, je ne parle pas aujourd'hui si tu veux, de l'endettement. Je parle des techniques bancaires. Moi, j'ai 20 milliards. Au lieu d'utiliser 20 milliards pour un projet, j'utilise 20 milliards pour 5 projets en m'adressant aux banques. Je fais 5 fois plus de projets, je crée 5 fois plus d'emplois. Donc, c'est ce qu'il faut. Il faut revenir à cette orthodoxie de la gestion. C'est être orthodoxe de la gestion que de faire appel à l'endettement bancaire pour le développement productif, pour l'investissement. Et c'est ça qui va nous donner les véritables points de croissance. Sortir de ce misérable 2, 3, 4% pour atteindre les 8% dont on a réellement besoin. Et donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Et acheter les bons du Trésor, c'est de la bureaucratie pour moi. Vraiment, c'est de la bureaucratie. C'est quand même 2500 milliards de ça dinars supplémentaires. C'est une manière comme une autre, si tu veux, d'enlever le draham ta'ashkara qui tourne dans le les 10%, dans le système. Les 10% d'inflation, c'est qu'il y a un choc extérieur très important. Mais maintenant, la planche à billets, on commence à penser qu'à partir de maintenant,
oui, elle contribue aussi à... Et tout le monde aujourd'hui, c'est la mode. Hein. Le monde entier utilise la planche à billets et on s'attend à un crash boursier dans les 15 jours ou si c'est les 2 mois qui viennent. Et tout le monde, le FMI, Banque mondiale, ils vont tous se réunir pour identifier quelles sont les solutions pour résoudre ce problème de planche à billets. Parce que c'est un problème mondial. Qu'est-ce qu'on fait, alors, messieurs les experts, si Abdelmajid Tebboune, comme le subodor Ali Harbi, a décidé de tirer le frein à main, il n'a pas été un champion des réformes, mais s'il vient de nous annoncer en creux que c'est le statu quo jusqu'à 2024, c'est ça, décembre 2024, on est au chômage, il n'y a plus rien à commenter, il n'y a plus de réforme. Ce que le président... En fait, je suis en train d'introduire une question. Il y avait quand même une réforme qu'il avait commencé à essayer de mettre en route, celle du système de subvention, pour laquelle il devait mettre une commission en place. Et on a le sentiment que c'est la première victime de la hausse des prix du pétrole. Ça aussi, c'est très intéressant. Parce que, bon, non seulement nous, on utilise les ressources disponibles, y compris les ressources supplémentaires, pour financer le budget de fonctionnement de l'État, mais il y a aussi un certain nombre d'autres dépenses qui ne sont pas inscrites au budget de fonctionnement de l'État, n'est-ce pas? Et c'est en particulier le cas la plus grande partie des subventions. Disons, les subventions, il y en a une petite partie, c'est-à-dire les subventions sur les produits de première nécessité, à peu près l'équivalent de 3 milliards de dollars par an, qui sont inscrites au budget de l'État, en action économique de l'État. Et il y a la plus grande partie des subventions, celles qui concernent les subventions énergétiques, elles représentent... en général, suivant des gens comme Ben Hachnou les ont évaluées à 15 milliards de dollars, donc 5 fois plus, c'est le gros des subventions. Celles-là, elles ne sont pas dans le budget de l'État, elles sont dans le portefeuille des banques. Hein. Et c'est les financements qui sont accordés par les banques à Sonatrach, à Sonelgaz, etc., aux entreprises qui accordent des subventions. Bon, que nous dit le président de la République? Il nous dit que le gel des produits de première nécessité, le gel du prix des carburants, oui, le gel des produits du prix des carburants, le gel du prix de l'électricité, etc., va se poursuivre. Je vous rappelle qu'il n'y a plus eu d'augmentation du prix de l'essence. Il y a eu une petite augmentation du prix de l'essence en 2016, en 2017, une petite augmentation du prix de l'électricité en 2017, et puis depuis 2016-2017, on n'a plus touché ni au prix de l'électricité, ni au prix de l'essence, ni au prix de l'eau, etc. Donc le montant des subventions augmente parce que la consommation augmente. Hein. La population augmente, donc le montant des subventions augmente. Il est probablement aujourd'hui supérieur aux 18 milliards dont on parlait en 2017-2018 quand on avait ce débat-là à l'époque. Mais disons, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de débats sur ces questions-là. Mais voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plus grande partie de nos ressources, des ressources disponibles, elles passent dans des usages improductifs. C'est pour ça. Elle passe dans le financement du budget de fonctionnement de l'État, et elle passe dans le pot d'échappement ou dans le gaspillage de l'eau et de l'électricité. Voilà. Mais c'est bon. Mais je veux dire, c'est des montants colossaux. C'est la plus grande partie de nos ressources. Alors après, il y a des personnes qui sont très très bien intentionnées et très intelligentes, comme Moustapha Mekidesh, etc., qui font des articles dans le Watan en disant c'est le moment d'investir massivement. Oui, mais pour investir massivement, c'est ce que dirait M. Amani, qui appartient à la même école. Mais pour investir massivement, il faut de l'argent. Je veux dire, si vous utilisez votre argent pour subventionner le prix de l'essence, c'est-à-dire pour payer le plein d'essence des gens, c'est actuellement, quand les Algériens font le plein d'essence, c'est le gouvernement qui paye les 3/4. Il paye 1/4 et le gouvernement paye les 3/4. Bon, si on continue à utiliser notre argent, disons, pour faire le plein d'essence, l'argent de l'État, hein, nos ressources pour faire le plein d'essence, les ressources tirées des hydrocarbures pour faire le plein d'essence, on ne pourra pas les utiliser pour investir massivement. Je vais vous interrompre. Mais après, on se dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de diversification de l'économie algérienne? Mais pour qu'il y ait diversification de l'économie algérienne, il faudrait qu'il y ait investissement dans l'industrie, même dans l'agriculture, au moins dans les secteurs productifs. Si on utilise nos ressources pour gonfler le budget de fonctionnement de l'État et pour financer les subventions, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour investir dans la diversification de l'économie? Est-ce qu'on trouvera cet argent en dehors des IDE? Dans les banques. L'État a évoqué les IDE quand même. Hein. Voilà. Moi, je n'évoque pas seulement les IDE. Moi, j'essaie de regarder les pieds sur terre.
On n'est pas en train de se tirer une balle dans la tête. On a une rente, s'il te plaît, on a une rente. Non, s'il te plaît, tu as parlé. On a une rente minière. Elle est là. La répartition de cette rente minière, elle n'est pas là pour combler les frasques de la mauvaise gestion budgétaire. C'est pas moi qui est responsable de 45 ou de 50% d'informels. Et donc, il y a des frasques. Pourquoi les 50% vivent au-dessus de ceux qui payent l'impôt, de ceux qui payent toutes les taxes? De quel droit? Donc, non, ils sont au-dessus de nous. Manger. L'informel. L'informel, est-ce qu'il participe à la solidarité nationale à travers l'impôt? Il ne participe pas. Donc c'est une chose. On a la rente minière. Dans la rente minière, le prix du pétrole, qu'est-ce que c'est? C'est les salaires que tu ne donnes pas s'il n'y a pas de vérité de salaire dans ce pays, s'il y a vérité des salaires, je suis d'accord avec toi, je reviens à la vérité des prix. Là, il n'y a pas de vérité. Je fais semblant de payer des gens. Je leur donne à 150 € par mois, tu as de salaire. Le ham, il soit 20 € ou 30 € le kilo. Oui, je trouve l'intérieur. Donc, il n'y a pas de vérité. Donc, non, si je les avais, moi, je donnerais 200 000 dinars à tout le monde. Moi, je ne donne pas. Moi, je laisse à ce moment-là le marché décider des salaires comme il décide des prix. Et à ce moment-là, je libère tout. C'est un peu le mais cas mais si tu bloques, si tu fais semblant de payer, puis après tu dis « Ah, je ne vais pas te donner subvention à l'essence ». L'essence, il y a une rente minière qui revient aux citoyens algériens. كيما قال لك واحد اعطيني حقي تاع البترول يقولوها انا سمعتها في الحراك قال لك حقنا تاع البترول وين ورايح وانت تقول لي pourquoi on ne touche pas à ça. C'est en ça que consiste notre erreur. Moi, je sais une chose, que les ressources pour l'investissement productif existent. Est-ce qu'elles sont mobilisées, oui ou non? Est-ce qu'on laisse les banques travailler, oui ou non? Est-ce que le banquier qui va négocier avec son industriel, on va le laisser? Est-ce que le banquier qui négocie avec son partenaire étranger, qui offre 70 ou 80%, est-ce qu'on le laisse travailler? On ne le laisse pas travailler. On ne laisse pas. Est-ce que vous avez quelque chose contre le parti communiste vietnamien, le parti de Ho Chi Minh? J'en ai que foutre, moi, du Parti communiste. Moi, je suis en train de tu n'as rien compris au Vietnam. Moi, j'ai rien compris au Vietnam. Pourquoi la question? Parce que le Parti communiste vietnamien, le parti de Ho Chi Minh, comme d'ailleurs le Parti communiste chinois depuis la fin des années 80, début des années 90, il n'a pas commencé par utiliser les recettes de l'État pour augmenter les salaires des gens. Il a commencé par investir dans l'industrie. On n'a rien compris au Vietnam. Bien sûr qu'on est des imbéciles. Bien sûr qu'on est des imbéciles. Parce qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. On n'a rien compris à l'histoire économique du dernier de Michel. Reda Abrani appartient à une tradition qui a commencé par investir. Donc ça, tu ne peux pas le dire. Oui, mais malheureusement, ça s'est arrêté. Ça, tu ne peux pas le dire. Ça s'est arrêté il y a 40 ans. C'était un autre épilogue. C'était notre. Ça s'est arrêté il y a 40 ans. On n'avait pas d'argent investi. Aujourd'hui, on empêche les gens d'investir. Le peu d'argent qu'on avait, on l'investit. On empêche les gens d'investir. Juste une question. C'est pas l'argent qui manque. On s'est trompé sur les parts. On s'est juste après tu pourras répondre. On a eu combien de projets qui ont été bloqués? Oui, bien sûr. Des milliers. On empêche les gens d'investir dans ce pays. C'est là où on se tire une balle dans la tête. On est d'accord sur l'empêchement. Est-ce qu'on se trompe? Parce que la question c'est un peu, y a-t-il des ressources disponibles pour l'investissement productif ou pas? Hassan Haddouche, ne me reprenez pas s'il vous plaît. J'illustre une transition vers Ali. Dit qu'en fait il n'y en a pas parce qu'il y a un effet d'éviction. C'est vrai que le périmètre d'affaires des banques publiques est écrasant et donc quand on veut aller financer un projet, on est obligé plus ou moins de passer par les banques publiques. Reda dit qu'il y a quand même des ressources, mais qu'il y a un empêchement qui se trouve ailleurs. Il y a des ressources qu'on peut utiliser. On s'est un peu trompé sur l'épargne disponible, il me semble, ces dernières années, en pensant qu'il y en avait assez, notamment quand on a lancé avec Ben Khalifa Allah yarhamou, cette levée de fonds, cet emprunt, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y en avait pas tant que ça, et d'où le rôle de plus en plus important des IDE et du financement extérieur. Voilà. C'est pour parler de l'épargne disponible dite de l'informel. Dite de l'informel. On parle de 60, 70 ou 80, je ne sais plus, 90 milliards de dollars.
En réalité, Elle tourne. j'ai toujours dit que c'est de l'argent, c'est de l'actif circulant, oui. ce n'est pas de la thésaurisation. Donc venir comme ça, la fleur au fusil, pour dire les amis, ramenez votre argent dans la banque, je vais vous donner un sucette en cadeau, les gens vont rigoler. Et c'est ce qui s'est passé avec Abdelrahman Rahmou ou avec d'autres aussi tentatives similaires et tout ça. Soit on va sur de l'emprunt public rémunéré et que les gens voient un taux d'intérêt clair qui pourrait les intéresser. Soit on va vers de l'emprunt obligataire clair aussi sur lequel les gens seraient intéressés. Je lui dis, écoute, on va faire un chemin de fer, viens, achète des obligations, ça te rapporte tant dans 5 ans. Et les gens compareront par rapport à la rentabilité de leur business du jour. Donc, ils donnent et puis, c'est tout. Donc, il faudrait que, de ce point de vue-là, il faut qu'on arrête le discours de dire qu'il y a quelque part 60 milliards de dollars à mobiliser, j'allais dire, d'une manière autoritaire ou autocratique. Ça ne marchera pas. C'est un actif circulant. Et on l'a déjà dit dans cette émission, donc il faut aller chercher l'augmentation. Tu sais, c'est simple, c'est une balance. Donc, il faut augmenter la ressource. Donc, augmenter la ressource, c'est mobiliser les différentes formules d'investissement, que ce soit national ou étranger, y compris la dette orientée vers les projets d'infrastructure qu'on peut mobiliser. Ça, c'est très important. Maintenant, pour revenir à la partie, j'allais dire, dinar-dinar. La partie dinar-dinar, il y a un effet de contexte, de conjoncture qu'il faut utiliser tout de suite. C'est-à-dire que là, maintenant, on se retrouve avec, comme tu avais dit une fois, le terme bahbouha, c'est-à-dire qu'il y a un solde favorable quand même sur 1 ou 2 ans. C'est le moment où il faut d'abord éponger. Parce que ça, c'est un principe comptable. On rembourse. C'est un principe comptable. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire... Le Trésor rembourse la Banque d'Algérie. Bien sûr. Tu commences par ça. Parce que tu ne peux pas dire... La fuite en avant, de continuer à dire, moi, je vais vraiment faire un scénario au fil de l'eau. C'est-à-dire, on laisse filer les choses et on va approfondir le problème. Et c'est pour cela que, ça c'est un principe comptable, même dans une entreprise, ton comptable ne va jamais accepter que tu prennes des dividendes si tu n'as pas résorber les déficits antérieurs. Ça, c'est basique. C'est la même chose que dans la conduite des affaires d'un pays. Tu vas diminuer ta dette, je ne veux pas dire l'effacer, tu vas diminuer ta dette à des niveaux raisonnables. Hassan Hadouj avait parlé quand même de montants non soutenables de la dette publique. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà réduire la dette publique à un niveau plus soutenable avant de pouvoir commencer à parler des investissements publics. Parce qu'il y a d'autres types d'investissements, comme on l'a dit, en partenariat, en privé, tout ça, en PPP. Maintenant, il y a un autre point important, c'est que nous ne pouvons pas, aujourd'hui c'est impossible, malheureusement on me taxe d'ultralibéral et de néolibéral, tout ça, c'est la nature d'État social algérien, tu ne peux pas tourner le dos. Tu ne peux pas prendre le risque aujourd'hui de te dire, d'aller sur tout de suite, je parle du contexte actuel, d'aller sur un clash social. On ne peut pas se le permettre. J'étais à la conférence de Hafsi ce matin. Oui. Oui. Il faut lisser il disait que ça fait partie de l'ADN, des valeurs des Algériens. Donc il faut lisser la transformation. Exemple, quand je dis il faut lisser la transformation, c'est-à-dire qu'il faut amener à une transformation qui se fasse dans le temps. Les retraites, il n'y a pas de solution. Il faut continuer à financer ça sur le trésor. Quand je dis le trésor, c'est par l'impôt. Sur la fiscalité pétrolière, pour dire les choses carrément, franchement, tu n'as pas d'autre choix. Structurellement, tu n'as pas de quoi payer les retraites. Structurellement, tu as 3 millions de chômeurs. C'est-à-dire que c'est un chômage long parce que dû à la structure de l'économie, ce n'est pas demain que tu vas le résorber tout de suite. Par contre, tu dois engager des réformes qui te permettent de te détacher de cela. C'est un lissage de la charge. C'est là où j'arrive à la problématique, notamment, qui est une tâche immédiate de ce gouvernement, la réforme des subventions. J'y arrive. La réforme des subventions, c'est une tâche immédiate parce qu'à périmètre de charge pour l'État identique, l'État va continuer à payer, sauf que, au lieu de donner de l'argent à l'importateur, qui est source d'un tas de dysfonctionnements, de dépassements, de corruption, de surfacturation. Et vraiment, c'est la boîte de Pandore, là, si on ouvre le sujet, ça va mettre flèche. Donc aujourd'hui, arrêtez de subventionner le produit pour subventionner le revenu. Donc il faut donner de l'argent aux gens. Et dans un premier temps, ça va coûter la même chose à l'État. Mais on va voir qu'après, ça va permettre, à travers, et ça va te coupler à une vérité des prix, parce qu'il faudra que les gens sachent qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce qu'ils reçoivent de l'État, et qu'ensuite on aille vers un schéma progressivement dégressif. D'abord en éliminant, parce que d'abord on va donner à tout le monde, donc parce qu'on ne va pas s'amuser à chercher dans les fiches de paye dans la moitié sans part réelle. Donc, et ça va être un système dégressif par la suite, parce qu'il y avait des gens qui vont être progressivement éliminés du circuit, et en même temps, il y a des gens qui vont commencer aussi à faire plus attention à la dépense. Ça, c'est pour certaines catégories sociales.
Donc je crois que Cette réforme-là, il ne faut pas l'abandonner. cette réforme-là, des subventions, on peut décaler d'autres choses, dire c'est pas tout de suite. La réforme de subventions, on ne peut pas. C'est pour cette année. Ben alors, à mon avis, on ne peut pas la faire tout de suite. Je vais vous étonner un petit peu. À mon avis, on ne peut pas la faire tout de suite. Ce n'est pas uniquement mon point de vue, c'est aussi ce que dit Mohamed Laksassi dans un document récent, une note sur la stabilisation de l'inflation. C'est un document qui a été publié donc, au mois de février, à la fin du mois de février dernier. Il explique, Mohamed Laksassi dit qu'on ne peut pas faire la réforme des subventions aujourd'hui parce qu'on a déjà un niveau d'inflation importé essentiellement, mais qui est dû aussi aux problèmes qu'on a en interne en matière de monopole, d'oligopole, de choses. Bon. On a un niveau d'inflation qui a maintenant qui a dépassé les 10%, qui est probablement supérieur à ça. Bon, on ne peut pas, dans la période actuelle, avec ce niveau d'inflation-là, rajouter la réforme des subventions, parce que ça ferait exploser l'inflation et ce serait intenable. Donc pour lui, de fait, la réforme des subventions est reportée, dans le meilleur des cas, c'est ce qu'il espère, à 2023. Donc il s'agirait déjà de moduler la politique monétaire afin de réduire l'inflation qui serait d'origine monétaire avant de pouvoir reprendre le chantier, de la réforme des subventions. En fait, même si tu arrives techniquement à le réaliser, ça devient une opération blanche. Il n'y a pas d'autre. Parce qu'on ne va pas créer. Non, s'il te plaît, parce qu'on ne va pas créer de l'argent au truc. C'est une opération blanche. Or, aujourd'hui, techniquement, nous sommes incompétents. Je dis bien incompétents pour identifier cette population qui mérite d'être aidée financièrement et directement, et celle qui doit être, si tu veux, écartée. De ceux qui veulent pas faire la réforme. S'il te plaît, c'est pas un argument. Je vais te donner une information. Non, s'il te plaît. Il a raison. Non, c'est d'autres solutions. Je vais te donner une autre information. Je ne sais pas si tu as lu. Il y a quelques jours, je lis, il y avait un organisme au sein du ministère des Finances qui existe depuis 17 ou 18 ans, qui était chargé, c'est de quoi ? De l'informatisation et de la numérisation du ministère des Finances et de tous ses organes. Il a été dissous dans la clandestinité. Donc ils avaient un outil pour faire ce travail depuis 18 ans. Ils n'ont rien fait. Mais tu peux le faire. C'est pour ça que je te dis, tu me dis, je ne me cache pas derrière l'impossibilité technique. Je te dis qu'il y a des lobbies qui empêchent la numérisation. C'est surtout ça. Et donc, ce sont ces lobbies qui me gênent. Je ne parle pas d'incompétence propre ou intrinsèque à l'Algérien. À l'Algérien, je suis de votre avis, il y a un gros lobby qui empêche la réforme des subventions. Vous savez qui c'est le gros lobby qui empêche la réforme des subventions? J'aimerais bien qu'il existe, moi. J'aimerais bien, moi, je suis populiste. C'est les classes moyennes algériennes, c'est la nomenclature algérienne, plus les classes moyennes algériennes. C'est eux qui empêchent les classes moyennes. Vous savez, en Algérie, elles sont laminées, les classes moyennes. Il n'y a plus de classes moyennes. Qui a utilisé une très belle formule pour définir le débat économique en Algérie. Il dit en Algérie, les riches se cachent derrière les pauvres. Moi, je me souviens très bien que depuis, vous savez, il y a 15 ans, il y avait eu un débat à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait un Premier ministre qui avait décidé d'augmenter le prix de l'essence, qui voulait augmenter le prix de l'essence. Je ne me souviens plus lequel. Et je me souviens, dans le débat à l'Assemblée nationale, d'ailleurs la proposition avait été rejetée, ce n'était pas un Premier ministre, c'était un ministre de l'énergie. Et c'était Chakib Prelil. Ça devait être Chakib Prelil, voilà. Bon, parmi toutes ces propositions et toutes ces idées malfaisantes et néfastes, il y avait augmentation du prix du gasoil. Vous savez ce qu'on lui a répondu? Les députés, il y a des députés qui sont montés à travers en lui disant qu'est-ce que c'est que cette histoire d'augmentation du prix du gasoil et comment ils vont faire les agriculteurs, ça va pénaliser les agriculteurs, comment ils vont faire le plein de gasoil, comment ils vont remplir le truc. Bon, c'est exactement la formule Benachtou. En Algérie, les riches se cachent derrière les pauvres. La consommation de gasoil en Algérie... À la fin, sans pouvoir évoquer un autre sujet, on va le faire commentaire très court. Et c'est même pas sûr. Je rouvre pas le débat. Juste, je rappelle que Nibni à l'époque, donc est repris par Kerr récemment dans un papier récent, on avait dit que cette histoire d'allocation substitutive de la subvention, on la donne à tout le monde dans un premier temps. Parce qu'on va éviter cette sorte de fichier de qui a droit, qui n'a pas. On donne à tout le monde, ça ressemble un peu à une formule de revenu universel. On assainira après et progressivement, une fois que les outils seront mis en place, parce qu'une fois qu'on a quelque chose qu'on appelle le NIN, qu'on utilisera pour une fois,
qu'on connaîtra qui est qui réellement à partir de la carte nationale biométrique, je t'assure que les choses vont progresser. Absolument. Un mot quand même, parce qu'on n'avait pas Ouais. prévu de rester aussi longtemps sur le ouais. sujet, rapidement, on un tour parce qu'on ne pourra pas vraiment aller au-delà, sur cette crise qui occupe le devant de l'actualité entre l'Algérie et l'Espagne. Bon, on sait tous comment c'est parti. Aujourd'hui, on en arrive aux mesures économiques. Les mesures économiques, c'est l'atteinte au mouvement des marchandises, puisque bon, il y a cette note de la BEF. Services aussi, des avec services, l'histoire oui. des Avec agences de tourisme. Les agences, il semblerait que ce soit juste un excès de zèle, un de plus d'un élu local, enfin d'un wali, D'une direction de wilaya. d'une direction de wilaya, du tourisme à la wilaya de Bouira, qui n'a pas été confortée par sa tutelle. Et donc, les agences, jusqu'à nouvel ordre de voyage, ne sont pas interdites de commercer avec l'Espagne. En tous les cas, elles ne sont pas interdites de vendre la destination Espagne. Il n'en reste pas moins que nous sommes dans une phase le coup est parti, de crise, le coup est parti. Et le ministre des Affaires étrangères espagnol a été obligé de réagir. À cela, il a dit qu'il n'avait pas de signification officielle, de formalisation de cette décision. Mais alors, ma question, c'est jusqu'où on ira dans cette crise, d'après vous? On n'ira pas loin de toute façon. Il ne faut pas se leurrer, c'est une crise, c'est une fièvre qui pousse et qui va s'estomper. Parce que les enjeux ne sont pas, pour nous, les enjeux ne sont pas si importants. Les échanges entre l'Algérie et l'Espagne n'atteignent pas 7 milliards de dollars. Donc on leur vend de l'ordre de... Avec l'augmentation du prix du gaz et des hydrocarbures, on arrive à 4 milliards de dollars et on achète pour moins de 3 milliards de dollars par an. Voilà à peu près les échanges. C'est toujours en notre faveur actuellement les échanges. Donc le PIB espagnol a explosé. Il est 10 fois le nôtre. Et nous, pendant 30 ans, on n'a pas... 30 ans, laisse-moi parler s'il te plaît. 30 ans, on n'a pas eu de croissance. Wesh allez, il aurait pu être ici. Mais enfin, c'est bavard. Mais enfin, on est en train de développer une idée. Moi, je perds pas le fil quand je développe une idée. C'est pour ça qu'on t'interrompt d'ailleurs. Donc, non, ce qui fait que pendant 30 ans, nous n'avons pas eu de croissance, c'est 1,2, 3% et tout. Tandis que l'Espagne, elle a eu des pics, mais elle a eu des croissances malgré la crise 2008-2007 qui l'avait bousillé. Il faut pas... On se souvient que le bâtiment, l'immobilier, c'était... La preuve, même Hassan Hadouche a acheté quelque chose. Les gens, beaucoup... Il y a plus lui a acheté quelque chose. Il y a 100 000 touristes algériens qui vont quelque chose de modeste. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une fièvre qui va s'estomper parce que les relations avec l'Espagne, ça date depuis des centenaires. Ah oui, ça. C'est peut-être le pays, si on étudie l'histoire, avec lequel on a eu le plus de conflits armés. Et de guerre. Plus de conflits armés, de guerre franche. Depuis le 11e, depuis que Tariq Ben Ziyad a traversé, on ne s'est pas arrêté de faire des guerres avec l'Espagne. D'ailleurs, on a fait appel... Le 8e siècle, ça. Le 8e siècle, c'est ce que je dis, c'est énorme. Donc c'est dans notre histoire, on n'a pas besoin de... Donc ça va s'estomper parce que d'autant plus que sur le plan économique, nous ne pesons pas grand-chose. Il faut être modeste et dire la réalité. On ne pèse pas grand-chose dans les échanges extérieurs de l'Espagne, même si un industriel espagnol compte lorsqu'il a quelques clients algériens, il n'aime pas les perdre parce qu'il faudrait bien qu'il les garde, c'est tout. Mais ça va s'estomper. Hassan, parce qu'on doit finir sur cette question, ça va continuer, ça va aller plus loin. Est-ce qu'on va, parce qu'il y a quand même, entre-temps, toi tu connais bien un peu les mécanismes de Bruxelles, tu as été expert auprès de l'Union européenne à un moment donné, notamment pour la communication. Est-ce que Bruxelles, en s'engageant du côté d'un de ses membres sur la question d'interdiction d'importer de l'Espagne, donc une atteinte à l'accord d'association, est-ce que ça peut finalement faire réfléchir plus vite Alger que Sanchez sur la question sahraoui? Moi, je pense que oui, parce que, bon, de toute façon, on a déjà des réactions officielles algériennes. Moi, j'ai lu il y a 3 jours, là, une interview du ministre algérien de l'énergie, M. Arkab, un grand magazine allemand, là, Der Spiegel, ça date du 19 juin. Il parle de la renégociation avec l'Espagne. Il n'a pas exclu les quotas.
Oui, c'est ça. Que le quota puisse augmenter. Non, mais dis-lui que ça, bon, la brouille actuelle, elle ne remet pas du tout en cause les livraisons de gaz, qu'il y a des contrats de long terme avec l'Espagne, qu'il y a des clauses de révision tous les 3 ans, des volumes et des prix tous les 3 ans, etc. Ça vient de se faire avec l'Italie, ça va se faire avec Voilà, l'Espagne. donc il n'y a pas de problème. Bon, moi, je pense que là où il pourrait y avoir problème, c'est éventuellement sur les importations algériennes, qui concernent qui sont concentrées sur un certain nombre de secteurs. Mais là, l'erreur peut-être des autorités algériennes, c'est pas l'ensemble des autorités algériennes, c'est un certain nombre d'organes administratifs, disons, qui ont présenté comme officielle l'instruction donnée de ne plus importer d'Espagne, etc. Mais dans la réaction officielle algérienne, dans la réaction officielle, celle du ministère des Affaires étrangères, on lit en toutes lettres, c'est le ministère algérien des Affaires étrangères, il dit que cette mesure, elle n'existe que dans l'esprit des gens qui en parlent. Donc, officiellement, il n'y a rien. Même si dans les faits... On a fait des experts échos, avant même la mesure de la baisse, réellement, on sait que les importateurs algériens n'arriver plus à ramener quoi que ce soit d'Espagne. Oui, d'accord, mais ça peut arriver, ça. Mais je veux dire, il ne faut pas que ce soit écrit noir sur blanc par une autorité algérienne, voilà, par un organe officiel algérien, par un ministère ou par le gouvernement algérien. Ça peut... Allez. Bon. Moi, je citerai un certain nombre de points, parce que c'est la fin de l'émission, mais assez rapidement, pour qu'on réfléchisse, pour que chacun, là où il est, comme on dit, réfléchisse un peu. De un, on a parlé tout à l'heure, le PIB de l'Espagne, c'est 10 fois le PIB de l'Algérie. Donc, si on croit qu'on va appliquer des sanctions, il ne faut pas rigoler. Deuxième point, le business maroco-espagnol, parce que c'est vraiment ça le sujet, il est entre 2 et 3 fois celui entre l'Algérie et l'Espagne. Donc, s'ils devaient choisir un partenaire, s'ils étaient amenés à choisir un partenaire, c'est évidemment le Maroc. Donc, il ne faut pas qu'on aille sur des batailles perdues à l'avance. Troisième élément de réflexion, il y a un deal monumental sur un plan économique qui est en train de se préparer entre le Maroc et l'Espagne. Ils vont quasiment, sur un plan économique, leur rendre le Sahara occidental. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet appétit néocolonialiste du point de vue espagnol sur le Sahara occidental, dans une formule à en garder. Oui, regardez bien les choses. Enfin, ça a été dit déjà ailleurs, mais il va y avoir, sous couvert, bien sûr, d'autonomie saharienne, un plan. C'est une restitution du Sahara occidental à l'Espagne. Et regardons les choses franches, le régime marocain joue son va-tout sur cette carte-là, parce qu'il y va de son prestige et de sa continuité. Il va garder phosphate, il va tourner tout le reste. Donc, c'est un élément qui n'est pas encore qui ne fait pas beaucoup la une, mais qui va arriver. Donc, ça veut dire que, face à ce contexte-là, et quatrième élément, donc on ne parle pas de vue, en cas de crise plus franche, l'Union européenne s'alignera sur son membre. Il ne faut pas rigoler non plus. Non, mais poliment, mais ça risque d'être pire. Quatrième élément, donc ça c'est... Cinquième élément maintenant, on est en train d'appliquer ou de vouloir appliquer des mesures de rétorsion pour quelqu'un qui a fait un revirement, c'est vrai, mais les gens qui n'ont jamais fait de revirement, qui ont toujours été du côté marocain, qu'est-ce qu'on leur fait ? C'est un problème. Là, c'est sérieux. Tiens, la France et les États-Unis, ils sont en train de nous envoyer balader depuis des années et sur la question. Pire encore. Voilà. Donc, on n'envisage même pas de lever la voix. Donc, il faut qu'on soit cohérent. C'est pour ça que moi, je dis une chose. L'Europe est un marché naturel pour nous. C'est un débouché plus que naturel pour nos produits, à l'avenir, surtout si on va un peu diversifier les choses. Et donc, il faut qu'on trouve un moyen honorable de sortir de cette poussée de fièvre, je dirais, que les gens sages calment le jeu et qu'on revienne. De toute façon, l'Espagne, elle est perdue en tant que position neutre sur l'action du Sahara. Donc, on tourne la page, on oublie ce sujet. Et même s'il y a un changement de majorité, cette ligne-là ne changera pas un instant. Ça, c'est moins sûr. Il n'y a rien ne changera. C'est des basculements lourds. Je parle avec mes collègues espagnols, oui. Ça, c'est moins sûr. C'est mon avis. Je pense que malgré des aspects politiciens, d'opposition et tout, mais c'est une ligne de fond de la classe politique espagnole de s'aligner sur le Maroc. Et donc, de ce point de vue-là, il y a du travail à faire sur les coalitions internationales qu'on doit reconstruire sur les questions AEDM. Maintenant, sur un plan strictement économique, il faut slow down, comme on dit,
calme down plutôt. Calmer le jeu. Voilà, calmer le jeu et revenir à l'intérêt réciproque et partager sur un plan économique. Il y a des pays qui ne s'aiment pas du tout, mais qui font du business. Hein, on aura sûrement à revenir sur ce conflit dans les prochains numéros, les deux peut-être derniers numéros de la saison avant qu'on aille se reposer, notamment aller profiter un peu des Jeux méditerranéens à Oran, où la délégation espagnole sera présente. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ce Café des experts économiques particulièrement animé. Restez-nous fidèles, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à très bientôt. Merci.